Eh bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la 8e analyse de pay-per-view sur cette chaîne, l'analyse de WrestleMania 34. Donc alors avant de parler du show, je vais tout simplement vous expliquer pourquoi cette analyse arrive 20 jours plus tard. Alors oui, souvent les analyses de pay-per-view elles arrivent peut-être une semaine, 2 semaines plus tard, mais pas 20 jours plus tard. Alors déjà, souvent, vous le savez, hein, je prends du recul par rapport au show, j'en parle pas le lendemain ou le surlendemain, souvent j'en parle une semaine après pour voir ce qui se passe pour le Raw d'après, etc. C'est ce que j'ai fait, et tout simplement, peu de temps après le show, je suis parti en Angleterre, et entre WrestleMania 34 et, le fait que j'aille en Angleterre, j'étais tout simplement un peu malade, donc j'avais pas forcément envie d'enregistrer une vidéo de 40 minutes où je parle de WrestleMania 34. Donc je vais en Angleterre, je me dis j'enregistre la vidéo après être allé en Angleterre, sauf que je reviens d'Angleterre avec une extinction de voix, donc j'avais complètement la voix cassée, c'était impossible de faire une vidéo. Vous voyez, même sur la dernière vidéo Supercard, j'avais une voix un peu différente, un tout petit peu plus grave. Donc voilà, donc tous ces trucs là ont fait que la vidéo est retardée, donc voilà. Donc on va tout de suite commencer, voilà, j'ai mis les points sur les i, on va tout de suite commencer avec l'analyse de WrestleMania 34. Donc avant les premières informations, c'est un show qui s'est déroulé le 8 avril 2018 au Mercedes-Benz Superdome à Nouvelle-Orléans. Devant 78 133 spectateurs, et on va analyser 11 matchs sans compter le pre-show, parce que le pre-show on s'en fout un peu. Voilà, donc avant tout je vous conseille d'écouter cette vidéo en audio, donc faites ce que vous voulez à côté, je sais pas, faites votre devoir, jouez à Supercard, faites du tricot, je sais pas. Donc voilà, je vous conseille d'écouter cette vidéo en audio, car WrestleMania 11 matchs, la vidéo risque de durer entre 30 et 50 minutes à peu près. Donc voilà, c'est parti pour l'analyse de WrestleMania 34 avec le premier match. Donc le premier match, c'était quoi? C'était tout simplement The Miz contre Seth Rollins contre Finn Balor. The Miz était le champion intercontinental, c'est un opener. Donc avant que le match commence, j'ai tout simplement regardé un peu la scène, etc. Donc tout simplement j'ai noté scène originale, franchement, avec une sorte de scène un peu clown. On voit un chapeau, on a l'impression que c'est un peu un chapeau de clown, etc. Donc scène plutôt originale. Belle arène, et rampe surtout qui fait pas 3 km comme l'année dernière à WrestleMania 33 où la rampe faisait quasiment 3 km. J'étais là, non je plaisante, mais la rampe l'année dernière était beaucoup trop grande, enfin ça donnait un aspect beaucoup trop grand, et ça gâche un peu les entrées. Donc on part déjà sur un bon point, une bonne arène. Donc pour en revenir au match Miz Rollins Balor, c'était une bonne affiche pour le titre, car l'année dernière le match intercontinental était en pre-show, c'était Baron Corbin contre Dean Ambrose en pre-show, le match du titre intercontinental quand même, le second titre le plus important, enfin le troisième, pardon. Donc voilà, l'année dernière c'était en pre-show, maintenant on est en opener du show. On sait que l'opener c'est tout le temps un match important, parce que c'est vraiment là-dessus que les gens vont accrocher, donc il faut vraiment envoyer le pâté quoi. Donc affiche assez solide pour un opener. Seth Rollins, Finn Balor, 2 main eventers, et The Miz, un main eventer on peut dire, parce que souvent il fait les main events d'Euro. Donc belle entrée pour les trois, j'ai noté. Finn Balor avec son Balor Club, Rollins avec les flammes, voilà, et The Miz avec son bandeau et sa tunique, plus l'effet 3D, on a remarqué un peu la WWE innove, ça fait plaisir. Donc ce que j'ai noté sur le match, c'était un match très bien chorégraphié, aucune superstar ne domine réellement le match, c'est plus voilà, des prises par-ci, des prises par-ci, des prises par-là. Finn Balor au top, et je suis content que le titre intercontinental soit remis en avant. Donc j'ai noté, c'était comme ça, victoire de Seth Rollins. Le match a duré 15 minutes 30, ce qui est vraiment bien pour un opener, et j'ai noté le match 8 sur 10, voilà, franchement, il y avait tout dans ce match, je me suis pas ennuyé une seule seconde, donc 8 sur 10, je pense que puis même c'est très très bon pour un opener, et très très bon pour un match intercontinental, pardon. Donc voilà, premier match, second match. Le second match, c'était tout simplement Asuka contre Charlotte. Charlotte, la championne Women's de SmackDown, et Asuka, elle a gagné tout simplement le tout premier Royal Rumble match féminin. Donc déjà, on voit l'affiche, on se dit waouh.
Ça va être du lourd. Asuka, jamais battue en 1 contre 1. Bon, elle a quand même perdu une Battle Royale, il me semble, à NXT. Quelqu'un l'avait noté. J'avais vu ça sur un forum. Mais Asuka, invaincue en 1v1, elle a tout gagné à NXT. Et Charlotte, je dirais, tout gagné aussi. Hein. Franchement, Charlotte, elle est au top en plus. Donc, elle a tout gagné dans la division féminine. Voilà, bon, bah, Charlotte, je dirais c'est vraiment la women's de la Women's Revolution. Donc, certainement les 2 plus grandes women's de ces 5 dernières années qui s'affrontent. Donc, déjà, l'affiche envoie du rêve. Mais je ne peux rien dire sur la rivalité puisque je ne regarde je ne regarde presque plus SmackDown. Finalement, SmackDown, ça ne m'intéresse quasiment plus. Alors je regarde quand même de temps en temps les matchs, je regarde les highlights, ça m'intéresse toujours un peu, mais franchement SmackDown, bon bah c'est difficile quoi. En 2016 SmackDown c'était excellent et là maintenant c'est pourri. Donc quand même, je suis un peu déçu. Donc magnifique entrée de Charlotte reprenant la musique de son père pour l'intro, avec des gladiateurs la suivant sur la rampe, etc. Donc toujours une bonne mise en scène. Là aussi on a des effets 3D avec des masques pour l'entrée d'Asuka. Et c'est un dream match que j'attendais beaucoup. Donc par rapport au match, ce match a duré 13 minutes 05, ce qui est très bien pour un match women. Je veux dire les matchs women à WrestleMania, il y a 2-3 ans, c'était quoi? C'était 6 minutes à peu près. Donc là, j'ai remarqué dans ce match que Asuka frappe fort et retombe toujours sur ses pattes. On a un match très complet avec de la puissance, de la vitesse, des comptes, de la soumission et un match très rythmé aussi. Donc grosse surprise, victoire de Charlotte, mais ça pouvait que être Charlotte. Franchement, qui d'autre pouvait terminer la streak d'Asuka? On pensait tous qu'Asuka allait gagner. Et au final, non. Donc victoire de Charlotte, j'ai noté le match 8 sur 10. Là aussi, tout y est. Franchement, je vois aucun gros point négatif. Et surtout, j'ai rajouté des points parce que le résultat du match est assez surprenant. Et il est pas forcément déplaisant. Enfin, je veux dire, j'ai vu personne s'offusquer. Et fallait bien que la streak cesse parce que, je veux dire... Voilà, c'était le meilleur moment et le meilleur moyen de faire perdre la streak d'Asuka à WrestleMania contre l'une des plus grandes women's de ces 5 dernières années, voire même de ces 10 dernières années, si on enlève Lita et Trish Stratus. Donc voilà, match que j'ai noté 8 sur 10. Le 3e match, alors c'est un match que j'attendais pas mal aussi, c'est un match de SmackDown pour le titre des États-Unis tout simplement. Donc ce match se voyait s'opposer Randy Orton, le champion des États-Unis, contre Bobby Roode, contre Rusev, contre Jinder Mahal. Donc là on a quand même, on va dire, les 4 gros mid-carders de SmackDown, donc un bon gros match de mid-card. Donc le match a duré 8 minutes 18. Assez décevant quand même, parce qu'un match pour le titre des États-Unis, pour moi, ça doit durer au moins 10 minutes. Donc, déjà, avant que je parle du match, j'aimerais bien parler d'autre chose rapidement. Voilà, c'est une petite aparté. Mais Bobby Roode dans le main roster, c'est un gros flop à NXT. Le Bobby Roode du main roster comparé au Bobby Roode d'NXT, il n'y a rien à voir. Franchement, toute la hype autour de Bobby Roode à NXT comparé à toute la hype de enfin, il n'y a aucune hype sur Bobby Roode à SmackDown, je suis quand même assez déçu. Donc, on va passer au match. Le public est à fond pour Rusev, vraiment. Rusev gagne, s'il te plaît, et au final, non, puisqu'il y a une victoire de Jinder Mahal. Donc, un match très court pour un Fatal 4-Way, mais il faut bien des matchs plus courts que d'autres. Voilà, on va pas mettre des matchs que de 20 minutes. Il faut bien qu'il y ait des transitions, etc. Ça, c'est dommage. Match moyen, et pourquoi ne pas avoir fait gagner Rusev, et surtout pourquoi avoir fait gagner Jinder Mahal si c'est pour qu'il perde son titre contre Jeff Hardy quelques jours plus tard. Voilà. Où est l'utilité en fait? Voilà, ça j'ai pas du tout compris. Et surtout Rusev, il le méritait mais tellement, ce mec. Ça fait quasiment un an qu'il y a une grosse hype autour de Rusev. Je veux dire, mais comment ça se fait que ce gars n'ait toujours rien gagné de concret? Comment ça se fait que ce gars n'est toujours pas champion intercontinental? Comment ça se fait qu'il est toujours pas champion de tag? Comment ça se fait qu'il soit tout simplement pas champion du monde? Voilà. Donc bon, je suis quand même assez déçu pour Rusev. Rusev, je suis pas particulièrement fan, mais j'aime beaucoup la hype qu'il y a autour de lui. Donc voilà, j'ai noté ce match 5,5 sur 10. Pourquoi une note comme ça? Tout simplement parce que déjà Jinder Mahal a gagné. Et franchement, Mahal... il est bon, mais voilà, sans plus quoi. Et puis surtout pour le match très court et voire même un peu bâclé pour un Fatal 4-Way. Voilà, donc prochain match.
Le prochain match, alors c'était une des plus grosses affiches du pay-per-view, c'était l'affiche qui était censée faire vendre. Donc l'affiche de ce pay-per-view, c'était vraiment ce match-là. C'était ce match-là qui était censé faire le plus de ventes, le plus d'argent, etc. Donc on avait Kurt Angle et Ronda Rousey contre Triple H et Stephanie McMahon. Donc, déjà j'avais eu une grosse appréhension par rapport à Ronda Rousey et Stephanie McMahon dans un ring. J'avais peur d'avoir des botches parce que Stephanie McMahon c'est pas non plus une catcheuse. Shane McMahon dans un ring c'est bon, mais Stephanie McMahon elle a quasiment pas catché. Enfin bon, on l'a rarement vu catcher, donc j'avais quand même un peu peur, et pour les deux surtout. Et surtout forcing, j'ai noté quand même un petit forcing de la WWE par rapport à ce match. C'est un match mix, mais voilà, c'est pas non plus bon. Ronda Rousey est une star, mais je veux dire, toute la hype autour de Ronda Rousey, elle a un peu cessé depuis qu'elle s'est fait battre à l'UFC. Donc, rivalité basée autour de Ronda. Alors, on va noter un truc quand même. J'ai pas compris ce que Kurt Angle vient faire là-dedans. Il est general manager de Raw, donc il doit être neutre. Voilà, enfin, je peux pas. C'est comme si, je sais pas, dans une entreprise, un patron allait virer. Il y a une dispute entre deux collègues et un patron allait virer l'un parce qu'il aime pas. Enfin, c'est débile. Je comprends pas pourquoi Kurt Angle est dans ce match. Enfin, système de neutralité, je sais pas, il doit pas être neutre. Et puis aussi, Kurt Angle se bat quand même contre ses patrons. Parce que Triple H, Stephanie sont quand même au-dessus de Kurt Angle. Je comprends pas trop, il n'y a pas trop de logique. Mais bon, fallait bien trouver quelqu'un à la place de The Rock. Donc, comme d'habitude, une entrée badass de Triple H avec les motos et leur drapeau, la capuche et le masque. Entrée d'Angle avec les pyros, avec la pyrotechnie. Une de mes entrées préférées, même si elle reste simple, les entrées d'Angle, je les adore. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur le top 5 des meilleures entrées. Un nouveau top 5 arrive très bientôt. Donc, Kurt Angle est encore en forme. J'ai remarqué, il a encore la shape. Voilà, tout simplement, il est encore en forme. Enfin, ça passe, quoi. Et Stephanie McMahon est parfaite dans son rôle de heel. Match sympa. Vraiment, ce match était sympa, je suis agréablement surpris. Le match a duré 20 minutes 40 et nous avons une victoire de Kurt Angle et Ronda Rousey. Voilà, personne s'y attendait. Donc, pour quelqu'un n'ayant jamais catché, Ronda Rousey se débrouille très bien dans un ring. Zéro botch, franchement. Zéro botch de la part de Ronda Rousey. Enfin, pour quelqu'un qui a jamais catché, bah, c'est très bien. Et puis elle a fait taire quand même quelques bouches, Ronda Rousey. Moi y compris, j'étais pas trop pour l'avoir dans un ring. Et au final, bah, franchement, elle m'a un peu cloué le bec. Donc bien joué à elle. Match intéressant surtout pour le show et l'ambiance. Et il y a eu de l'ambiance. Ça me rappelle un peu le match... bon, c'est pas la même chose, mais le match Hulk Hogan The Rock, où les fans n'étaient pas trop là pour le in-ring, mais surtout pour l'ambiance qu'il y avait, voir deux icônes, etc. Puis ça fait toujours plaisir de voir Triple H contre Kurt Angle dans un ring. On se recroirait en 2003, quoi. Donc, non, pas vraiment en 2003, j'irais plus en 2000, voilà. Donc, j'ai mis la note de 9 sur 10. Bon, vous pouvez dire oui, machin, c'est faux, mais... Franchement, je vois pas forcément de gros points négatifs. 20 minutes de match, il y a quand même le temps de faire de bons trucs. Il y a eu de l'ambiance. Franchement, enfin, je veux dire, c'est pas le genre de match qu'on regarde pour le niveau dans le ring. C'est plus le genre de match qu'on regarde pour les moments. Et c'est très bien réussi dans sa catégorie. Donc voilà, 9 sur 10 pour ce match. Prochain match, un match que j'attendais énormément. Vous pouvez pas savoir à quel point je l'attendais, ce match. L'un des matchs que j'attendais le plus du show. Et l'un des matchs les plus décevants du show aussi. Donc c'était un match qui opposait le New Day aux Usos et aux Blue Giant Brothers. Donc déjà on a les trois plus grosses équipes de SmackDown. Et c'était un match pour les titres de tag team de SmackDown. Donc voilà. Alors déjà le match a duré 5 minutes 50. Oui, le match a duré 6 minutes. Voilà. On va pas commencer, voilà. Le match a duré 6 minutes, donc on part déjà sur un mauvais point. Donc j'ai noté l'entrée marrante du New Day avec tous les nains. Enfin, vraiment, c'est du pur délire. J'adore ça, ça me rappelle. Le New Day, chaque année, ils nous font une entrée pur délire et j'adore ces mecs. Franchement, ils ont su se renouveler. Ils nous ont pondu une grosse rivalité contre les Usos, des grosses promos, etc. Donc c'est franchement, bah, j'aime beaucoup.
Très bonne rivalité, bien amenée avec les brothers, on va les appeler les brothers, qui teasent un affrontement semaine après semaine. C'est un match que j'attendais beaucoup et là uniquement pour relancer un truc avec les Bludgeon Brothers, c'était juste un match pour faire en sorte que les brothers soient champions, tout simplement. Donc match où ça va très vite, c'est un match de transition. Tout va très vite, c'est un match de transition. Rien d'autre à dire, match pas forcément transcendant. Victoire des Brothers, des Blue John Brothers. Et j'ai noté le match 5 sur 10. Franchement, c'est un match de transition, il n'y a pas grand chose à dire. J'aime beaucoup les trois équipes, surtout les Usos. Donc j'ai quand même été un peu déçu. Et bah c'est comme pour le Fatal 4-Way pour le titre des États-Unis, il faut bien des matchs un peu pouce-pipi, voilà. Il faut bien des matchs plus courts que d'autres. On a eu, ils auraient pu quand même réduire un peu le temps de Ronda Rousey, le temps du match de Ronda Rousey pour en mettre un peu plus dans ce match-là qui, moi j'ai l'impression d'avoir un match bâclé, tout simplement. En parlant de matchs un peu courts et un peu bâclés, on va passer au prochain match qui voit s'affronter John Cena à l'Undertaker. Alors, vous me voyez venir sur ce match, vous vous dites, il va mettre un 0 sur 10 pointé. Alors déjà, on va commencer à mettre le topo. C'était John Cena contre l'Undertaker. Le match a duré 2 minutes 46. Voilà, bon, le match a duré 2 minutes 46. On va commencer, voilà. Donc, ce match-là, on le voulait depuis des années. Moi, ce match-là, je le voulais le voir depuis que je suis fan de catch, depuis que je suis fan de la WWE, c'est-à-dire depuis 2009-2010. Je voulais le voir depuis très très longtemps, ce match. Et on l'a enfin eu. Cena a voulu jouer avec le Deadman. Il a fini enterré vivant. Voilà, même pas enterré mort, enterré vivant. Je pense que c'est un match qui a dû plaire à tous les anti-Cena. Même, je pense que il n'y en a pas énormément, mais c'est un match qui a dû plaire à tous les anti-Cena qui ont vu Cena se faire littéralement péter la gueule en 2 minutes. Donc le match a duré 2 minutes 46. Je parie sur un rematch l'année prochaine. On peut pas avoir un Cena Taker, un match de cette envergure, durer 2 minutes. Donc j'ai noté le match. Vous m'attendez, j'ai noté ce match 10 sur 10. Oui, alors pourquoi 10 sur 10? Parce que c'est parfait. Moi je dis, ils l'ont parfaitement joué. En fait, l'Undertaker, on l'attendait, vraiment, on se disait, ouais, ça va nous faire un match d'anthologie. Mais moi je le voyais, je me disais, ça va faire un match qui va durer 30 minutes, ça va être un match acharné et tout. Et au final, Taker, il arrive et il enterre John Cena et personne s'y attendait. Et ils ont super bien réussi le coup. Moi, je vais pas noter ce match sur le in-ring, je vais pas noter ce match là-dessus, je vais juste noter le match dans sa catégorie, c'est-à-dire surprendre les fans. Voilà, c'est la même chose qu'avec Brock Lesnar contre Cena au SummerSlam 2014, ou c'est la même chose qu'avec Lesnar Goldberg au Survivor Series de 2016. À ce match-là, je crois que est-ce que j'avais noté ce match-là? Bref, je me rappelle plus, mais il me semble que j'avais fait une analyse sur ce match-là et j'avais donné la note de 10 sur 10. Parce que voilà, c'est très bien réussi et le but c'est de choquer. Donc à mon avis, il va y avoir un rematch l'année prochaine, mais de toute façon, on pouvait pas faire autre chose parce que si ce match avait duré au moins 20 minutes, ça aurait été affreux à voir. Le match contre Reigns l'année dernière du Taker était affreux à voir. Taker, on aurait dit un vieux papy qui avait besoin d'une canne pour marcher. C'était franchement, ça me faisait de la peine. Donc là, ils ont très bien réussi et puis voilà, bon bah l'année prochaine et j'espère quand même un rematch l'année prochaine ou un rematch tout simplement, je sais pas quand, mais un rematch tout simplement, voilà. Donc je pense que le 10 sur 10 est mérité et puis bon, on va pas non plus s'attarder longtemps là-dessus. La rivalité, j'avais pas grand-chose à dire là-dessus. C'était surtout des bonnes promos de Cena et puis voilà, bon bah prochain match. Le prochain match, c'était un des matchs principaux de la catégorie SmackDown. Donc c'était Daniel Bryan et Shane McMahon contre Kevin Owens et Sami Zayn, donc entre guillemets Camille, voilà. Sami Zayn et Kevin Owens. Donc le match a duré 15 minutes 25, ce qui est plutôt bien. Voilà, bon bah c'est un match qui a duré un quart d'heure, c'est bien, il y a le temps de construire des trucs. Donc seule rivalité de SmackDown que j'ai suivi, c'est la seule rivalité. Honnêtement, le reste, j'ai regardé un peu du coin de l'œil, mais celle-là, je l'ai vraiment suivie. Donc une rivalité assez cool au passage. Ça fait plaisir de revoir Daniel Bryan dans un ring et on voit qu'il est heureux de catcher à nouveau et même moi ça me rend heureux, je sais pas pourquoi. Le voir heureux ça me rend heureux, Daniel Bryan, même je suis pas l'époque Yes Movement en 2014-2013, j'aimais pas trop. Puis parce que je trouvais pas grand chose de bien à Daniel Bryan, mais là ça fait plaisir de le revoir catcher et on sent qu'il attendait vraiment ce moment.
toujours, j'ai noté un truc complètement HS mais qui m'énerve encore, toujours aucun titre pour Sami Zayn dans le main roster. Le gars, ça fait 4 ans qu'il est à la WWE, enfin 4 ans qu'il est à la WWE. Si on enlève les titres NXT, donc un seul, le titre NXT, le gars, il a rien fait au niveau palmarès, c'est 0. Je veux dire, même Nicolas, bon, on le verra après, mais même Nicolas, il a un plus gros palmarès que Sami Zayn dans le main roster. C'est assez affolant, faut lui donner un titre à ce mec, il le mérite vraiment. Donc, sinon aussi, j'ai noté que Daniel Bryan se dirige dans une rivalité contre Big Cass. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Le match est bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Donc, j'ai noté ce match 7/10, victoire de Daniel Bryan et Shane McMahon. Voilà, rien d'autre à noter. J'ai mis 7/10, j'allais peut-être mettre 7,5/10, mais je me suis rappelé que la rivalité, enfin le délire entre Shane McMahon, Kevin Owens, Sami Zayn, ça dure quand même depuis assez longtemps. Ça dure quand même depuis quoi? Hell in a Cell. Avec, bon, si on met AJ Styles dans le lot, ça dure depuis l'année dernière, carrément. Ça dure depuis WrestleMania 33. Donc, tout ce cercle-là, entre Shane McMahon, AJ Styles, Kevin Owens et Sami Zayn, ça dure depuis l'année dernière. Donc, on a eu Shane contre AJ Styles. Puis après, on a eu AJ Styles contre Kevin Owens. À la fin, ça a mené sur AJ Styles contre Kevin Owens avec Shane en arbitre spécial. Puis Daniel Bryan est venu mettre son élan dedans. Puis ça a donné Kevin Owens contre Shane McMahon avec Sami Zayn qui vient mettre son élan dedans. Après, ça a donné au Royal Rumble Kevin Owens et Sami Zayn contre AJ Styles. Enfin, tout ce cercle-là, je commence un peu à en avoir marre. Donc j'espère qu'on va changer un peu d'air avec tous ces gars-là. Ils vont aller en Raw, donc on va changer d'air. Match suivant. Donc l'autre match c'était un peu un match de transition, quoique le match a quand même duré 10 minutes 48. Donc c'était un match qui voyait s'affronter Alexa Bliss, la championne Women's d'Euro, contre Nia Jax. Donc j'ai trouvé la rivalité plutôt intéressante sur fond d'amitié brisée, nanana. Et puis la rivalité était assez intéressante parce que ça nous montrait un peu le côté humain de Nia Jax, parce qu'on sait tous que Nia Jax est pas comme les autres, est pas vraiment une women's comme les autres. Elle a un physique différent et du coup Alexa Bliss, enfin les deux physiques sont totalement opposés. Alexa Bliss est toute petite et Nia Jax est plutôt grande et forte. Donc bon, le match était assez intéressant et je me suis dit mais Alexa Bliss va se faire manger tout cru. Donc je m'attendais à un bon gros squash au vu des deux gabarits différents et surtout à une victoire de Nia. Ce fut le cas, mais pas pour le squash, on repassera pour le squash tout simplement. Je m'attendais vraiment à un match qui dure même pas 30 secondes quoi. Genre Nia Jax la fout par terre, paf, leg drop et puis c'est terminé. Mais non. Donc on a eu quand même un match. Voilà, on n'a pas eu un squash, on a eu un match. Donc une entrée de Alexa Bliss sur un socle surélevé. Entrée plutôt stylée. Donc dès le début, Nia Jax élimine Mickie James, comme ça c'est fait, on aura juste du 1 contre 1. J'ai noté que c'était un match basique avec un giga Samoan drop de Nia Jax pour devenir enfin championne. Ça fait depuis 1 an et demi que Nia Jax veut devenir championne. Elle a débuté en même temps que Braun Strowman, donc ça fait quand même un bon bout de temps. Ça fera quasiment 2 ans, donc elle a mis 1 an et demi pour être championne, mais elle le mérite vraiment. Et puis on se dirige vers un face turn de Nia Jax, c'est une continuité de la rivalité contre Alexa Bliss. J'aime beaucoup, j'ai pas mal aimé la rivalité, surtout le fond, ce qu'il y a avant et après le match, pas ouf. Donc j'ai mis victoire de Nia Jax, et puis j'ai mis la note de 6/10, mais ce qui me plaît surtout dans ce match-là, c'est la rivalité en fait. Le fond d'amitié, etc. C'était plutôt bien. Et puis voilà. Donc, prochain match, l'un des matchs que j'attendais aussi le plus. Et j'ai quand même été assez déçu. Prochain match. Donc, le prochain match, c'était un Dream Match qu'on nous avait promis. On l'avait promis, ce Dream Match, et on l'attendait depuis Wrestle Kingdom 10, il me semble. 11, non, Wrestle Kingdom 10 de la New Japan Pro Wrestling. Donc, c'était AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Donc premièrement, je vais retirer 2 points d'office à ce match-là. Donc je pars de base parce que je parle d'un principe que le match est un 10/10. Je vais retirer 2 points d'office pour ce match, pour la rivalité archi ennuyante. Déjà la rivalité pue, mais pue. À un point, elle est nulle cette rivalité. Franchement, ce match-là, on l'attendait pas pour la rivalité. Je m'en foutais un peu, mais quand même, un minimum de construction quoi. Ce match-là était vraiment cette rivalité était vraiment un peu
nul quoi. Et du coup, le match a intérêt à être bon. Donc on l'attendait forcément au tournant, l'entrée de Shinsuke Nakamura magnifique, simplement avec un guitariste, des batteurs, des violonistes. Bon, résultat du match assez surprenant, victoire d'AJ Styles qui conserve son titre, donc AJ Styles est quand même champion depuis assez longtemps maintenant. Je crois qu'il est champion depuis qu'il a battu Jinder Mahal peu de temps avant les Survivor Series 2017. Donc depuis novembre 2017, AJ est champion, donc ça doit faire au moins 6 mois à peu près qu'il est champion, donc très gros règne d'AJ Styles quand même. Donc le match a duré 20 minutes 24, très bon pour un match, enfin franchement un match WWE Champions, voilà, ça, c'est un vrai match. Par rapport à l'année dernière où le match avait duré, il me semble, 10 minutes à tout casser entre Goldberg et Lesnar. Quand même, on a eu... c'était l'autre. Je me rappelle plus du tout de l'autre match. Ah oui, c'était Randy Orton contre Bray Wyatt. Un match pourrave aussi. Donc, franchement, par rapport à tout ce teasing qu'on avait depuis le début, je suis assez déçu. Mais heureusement, le heel turn de Shinsuke Nakamura sauve un peu la fin, voilà, bon, fallait bien une note, et je dirais que ce match symbolise tout simplement le heel turn de Nakamura après 2 ans à la après 2 ans à la WWE. Donc, enfin, je veux dire, ça allait pas être leur tout dernier match qu'ils avaient fait à Wrestle Kingdom, mais bon, voilà quand même. Enfin, je suis quand même assez déçu. Et la WWE nous avait promis, on nous a vendu un dream match, mais c'est une déception. Et j'étais bon. Après, c'est peut-être aussi la fatigue, mais pendant le match, je me suis quand même un peu endormi, donc j'ai dû quand même revoir le match. Au début, j'étais parti du postulat de base que j'allais mettre 5 sur 10 parce que je fais les notes à chaud. Puis je me suis dit que bon j'avais pas forcément vu tout le match et que j'étais assez énervé parce qu'on nous avait vendu du rêve, donc je m'attendais quand même à un match 5 étoiles. Je me disais ça va être un match 5 étoiles et au final non. Donc ça se trouve, est-ce que la WWE limite les prises des catcheurs, etc. Est-ce que c'est eux vraiment qui ont donné cette performance ou est-ce que c'est la WWE qui a dit vous ferez comme ça, vous ferez comme ça. Bon après ça dépend, mais franchement je suis quand même assez déçu et j'ai donné la note de 6 sur 10. Voilà, donc j'ai retiré 2 points d'office pour la rivalité. Et puis 6 sur 10, voilà, c'est un match. En fait, il est plus bon que mauvais, mais il est quand même pas terrible. Voilà, donc pour 20 minutes en plus, ils avaient vraiment le temps de construire quelque chose de bien, parce qu'à mon avis, je crois que c'était le match le plus long du show, avec le match de Ronda aussi. Mais voilà, quand même assez déçu de ce match, et c'est plus une déception que... Voilà. Et résultat surprenant aussi. Prochain match. Alors, le prochain match, déjà, je vous l'annonce tout de suite, c'est un match qui ne sera pas noté parce que c'est quand même une assez grosse blague ce match. Donc, c'était The Bar, Cesaro et Sheamus, une magnifique équipe d'ailleurs. J'adore les deux, j'adore Sheamus, bon, vous devez vous en douter, et j'adore Cesaro. Donc, franchement, c'est une équipe qui fait vraiment la paire. Les deux vont super bien ensemble contre Braun Strowman et on sait pas, on sait toujours pas. Bon, a priori, c'était Braun Strowman. Son frère, mais bon, ça c'est un énorme troll lors d'un Money Nitro. Donc déjà j'ai noté entrée stylée de la part de The Bar. Donc j'avais prédit pour le partenaire de Braun Strowman, j'avais prédit Neville, parce que Neville est encore en contrat avec la WWE et que les deux iraient bien quoi. Je veux dire Neville 1m73, Braun Strowman 2 mètres, ça pourrait être marrant parce que les deux sont très bien dans leur domaine. Braun Strowman il est très bien dans la destruction et Neville il est très bien dans la voltige, ça aurait pu être assez cool. D'autres avaient prédit Bobby Lashley, sur plein de sites et plein de forums et même sur Twitter, d'autres fans avaient prédit par exemple Bobby Lashley, Rey Mysterio, Elias, Big Cass ou encore Big Show, et au final c'est Nicolas. Alors Nicolas c'est qui? Tout simplement l'enfant d'un arbitre de la WWE, donc voilà. Et Braun Strowman a dit, et c'est là que j'ai été assez déçu, Braun Strowman a dit et mon partenaire sera vous. Ce sera quelqu'un de la foule. Et là, je me suis dit, oh là là, il va nous... Et du coup, là, on a Braun Strowman qui carrément va dans l'arène et cherche des gens. Bon, et moi, je m'attendais à ce que ce soit, par exemple, un catcheur indie dans le... Je sais pas, un catcheur indie, peu importe lequel, mais je sais pas, un catcheur indie dans le... Dans l'arène et que Braun Strowman le choisisse, c'est là qu'on se rend compte que c'est un mec finalement que c'est un catcheur connu et tout, mais non, c'est un gamin quoi, il y a rien à faire avec ça.
Donc c'est un peu le match clown du show, faut bien mettre Braun Strowman quelque part. Dommage que The Bar soit enterré. Franchement, perdre leur titre face à un gamin de 8 ans, c'est assez chaud. Et on remarque quand même un face turn de Braun Strowman. Bon, voilà, c'est une période de transition pour Braun Strowman en attendant qu'il devienne champion du monde, certainement à SummerSlam ou Survivor Series ou même plus tôt. Donc dommage que ce soit fait juste pour un WrestleMania moment sans rien derrière. Et donc du coup c'est un match pas noté, le match a duré 4 minutes, enfin si on peut parler d'un match. Et puis voilà, il n'y a rien derrière, match pas noté, parce que sinon, si ça avait été noté, j'aurais mis 1 sur 10, pas 0, parce que quand même, il faut un minimum de respect, mais j'aurais mis 1 sur 10, et ça aurait plombé la moyenne du show. On va pas s'attarder là-dessus, prochain match, et le main event du show, le dernier. Donc le main event du show, voyez s'opposer Brock Lesnar, le champion Universal depuis 1 an, quand même. Champion Universal depuis 1 an avec quoi? 2 défenses de titre, une à SummerSlam 2017 et une au Royal Rumble 2018. On compte pas le match contre AJ Styles à Survivor Series 2017 parce que ce match n'était pas pour le titre Universal. Donc 2 défenses de titre en 1 an, donc bon bah... C'est quand même bon, on a vu mieux en termes de champion, et surtout j'ai très peur que Brock Lesnar égalise le record et batte le record de CM Punk, ça ferait vraiment très mal. Donc ce match a duré 15 minutes 35, j'ai noté bonne rivalité sur un fond de revanche pour Roman Reigns. Roman Reigns prend l'avantage dès le début avec des Superman Punch, mais Lesnar revient très vite avec des German Suplex. Comme d'habitude, tout le temps c'est la même chose, German Suplex, voilà, jusqu'à ce que l'adversaire soit out. Donc j'ai remarqué que les fans s'en foutent un peu du match. Il y a des chants CM Punk, il y a des chants Johnny Wrestling, il y a des chants This is awful, donc en gros ça veut dire c'est mauvais, tout simplement. Donc apparemment ça a agacé beaucoup Brock Lesnar. J'ai noté aussi Reigns qui se relève après 5 F5. Alors ça je ne peux pas cautionner, parce que il a fallu 3 F5 pour battre l'Undertaker à WrestleMania. Il a fallu 3 F5 pour battre John Cena au SummerSlam 2014. Ne me dites pas qu'il en faut 5 pour battre Roman Reigns. C'est pas possible. Je veux dire, Roman Reigns, au bout d'un moment, c'est un humain, comme toi et moi. C'est pas... c'est pas Superman, le gars. Je veux dire, 5 F5 pour battre... Enfin, encore, il en faut 6 pour battre Roman Reigns, parce qu'il se relève après 5 F5. Donc je suis très très énervé, et c'est en partie à cause de ça que ce match aurait une note pourrie. La pire note du show. Donc c'est tellement abusé en fait. Rien que pour ça, je retire 5 points d'office direct. Donc le match part d'un 5 sur 10 au meilleur. Donc j'ai relevé dans ce match 6 F5 et 5 spears, soit 11 finishers pour 15 minutes de match. Donc ce qui fait qu'on a à peu près un finisher toutes les 1 minute 15. Donc bon, on part déjà quand même sur un match assez pauvre en technicité. Bon, je veux dire, Roman Reigns, c'est pas non plus un dieu de la technique, mais quand même, il peut nous caler quelques prises, voilà, pas que, enfin, quand même, 5 spears, c'est quand même assez chaud. Victoire très inattendue de Brock Lesnar, puisqu'apparemment, il était censé partir, il y avait des rumeurs, voilà, c'est un peu tout gâché, on se disait, Reigns va gagner, puis voilà, mais au final, non, Lesnar a gagné. Et il y aura un rematch au Greatest Royal Rumble. Alors à l'heure où cette vidéo est uploadée, à l'heure où cette vidéo est mise en ligne, le show a déjà eu lieu, mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo là, le show n'a pas encore lieu. Le show commence dans une ou 2 heures. Du coup, je ne sais même pas qui a gagné. Ça se trouve Reigns a gagné le titre, ça se trouve Lesnar a conservé, ce qui est probable. Donc voilà. Donc j'ai noté la note et j'ai mis la note de 4 sur 10 pour ce match. Parce que déjà 15 minutes pour un main event, c'est assez pauvre. Ils auraient pu mettre genre, je sais pas, 18 minutes, 20 minutes. Puis voilà, franchement, rien d'autre à dire. Le match à WrestleMania 31 était bien meilleur. Et le truc, en fait, c'est que ce qui a sauvé le match à WrestleMania 31, c'est l'arrivée de Rollins et son cash-in. Là, il y a absolument rien qui sauve, rien du tout, en fait. Donc bon, bah... et même les fans le disaient, c'était mauvais, quoi. Donc heureusement que le main event c'était pas Styles contre Nakamura, parce que là aussi ça aurait été pas terrible. Mais franchement je suis quand même assez déçu de ce match. Voilà, dans l'ensemble, assez déçu de ce match et assez déçu des gros matchs de ce pay-per-view. Donc assez déçu du Nakamura Styles, assez déçu du Lesnar Reigns. Voilà, rien d'autre à dire. Et puis on va passer à la conclusion. Bon, forcément, c'était un show avec 14 matchs en comptant le pre-show, donc forcément, certains matchs sont bâclés. Certains matchs ont duré 5 minutes, donc
certains matchs ont duré moins 10 minutes. Quand un match dure moins 10 minutes, j'appelle ça un match bâclé. Donc, comme match bâclé, on a eu le Fatal 4-Way pour le titre US. On a eu Cena Lesnar, Cena Taker, mais bon, ça c'était vraiment, à mon avis, ça c'était un effet vraiment qu'il voulait donner. Et on a eu, en termes de match bâclé, on a aussi eu le Uso contre New Day contre Blue John Brothers. Donc finalement, ça nous fait quand même sur 11 matchs, ça nous en fait 3 bâclés, donc 8 vrais matchs. Et 8 vrais matchs qui sont pas forcément que des bons matchs. Donc quand même, on part d'un postulat de base qui fait que à peu près la moitié des matchs sont bons, et le reste laisse un peu à désirer. Donc ce qui fait descendre la moyenne, c'est que certains matchs sont bâclés, et on a quand même eu des résultats assez surprenants pour ces pay-per-view. Donc par exemple AJ Styles qui conserve le titre, Brock Lesnar qui conserve le titre, Charlotte qui bat Asuka. On a quand même eu des matchs avec des résultats assez surprenants, ce qui peut donner un aspect assez cool au show. Parce qu'on s'ennuie pas forcément, on est surpris, voilà. Donc, je vais donner maintenant les points positifs et les points négatifs du show. On va commencer par les points positifs. Donc, pour moi, je vais donner 3 matchs qui font partie des points positifs et 3 matchs qui font partie des points négatifs. Donc déjà, premier point positif, le match Triple H et Stephanie McMahon contre Kurt Angle et Ronda Rousey. Un match qui m'a assez surpris, qui m'a agréablement surpris. Donc voilà. Franchement, j'attendais vraiment pas grand chose de ce match, je me disais qu'il y allait avoir des bots, que ça allait être gênant et tout, mais au final pas du tout. Les quatre protagonistes de ce match se débrouillent très bien. Et puis voilà, donc ce match m'a agréablement surpris et c'est le match que j'ai noté l'un des meilleurs matchs du show selon moi. On a aussi vu The Miz contre Finn Balor contre Seth Rollins, très bon opener, ça relève le niveau du titre intercontinental qui... bon, le niveau a déjà été relevé par The Miz, hein, tout simplement, mais l'année dernière, le match pour le titre intercontinental, et je l'ai déjà dit en début de vidéo, était en pre-show, ce qui est quand même assez regrettable parce que le titre intercontinental c'est quand même un titre assez important et c'est quand même un titre qui a vu s'affronter Randy Savage contre Ricky Steamboat, Chris Jericho contre Rey Mysterio, des matchs assez légendaires, donc ça faisait quand même assez mal et là non, on l'a eu en opener et un très bon match, donc voilà, les trois ont vraiment bien géré, donc agréablement surpris ici, mais j'en attendais pas plus finalement parce que ces trois là sont quand même de très bons catcheurs. On a aussi eu, troisième point positif, John Cena contre l'Undertaker. Voilà, tout simplement. Ce match c'est l'un des trucs qui m'a le plus surpris du show en fait. Et aussi, ce qui m'a un peu fait marrer, c'est John Cena qui est dans les gradins et qui est là comme un fan. Et puis à un moment, John Cena part courir vers les vestiaires pour se changer, etc. C'était assez marrant. Bon, après, c'est pas non plus... bon, voilà... Faut pas non plus trop prendre ça à la légère. À mon avis, Cena a un petit peu trop pris ça à la légère. Et voilà, voir John Cena se faire enterrer, c'est quand même assez cool. À WrestleMania, voilà. Cadeau pour tous les anti-Cena. Je ne suis pas un anti-Cena, même s'il y a une période où je détestais Cena. Mais à mon avis, il y aura un rematch. Et puis quand même, ça fait quand même souffler l'Undertaker. Je veux dire, le gars, il doit avoir quoi ? Il a 50... Non, je sais même pas quel âge il doit avoir. 55 ans, l'Undertaker. Faudrait vraiment, au bout d'un moment, que la WWE arrête de forcer avec lui. Et en points négatifs maintenant. Les points négatifs. Il y en a 3 gros points négatifs. Dont 3 points négatifs, dont 2 gros assez décevants. Donc premier point négatif, AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Je m'attendais à un match 5 star. Bon, après un match 5 étoiles, c'est quand même peut-être trop demandé pour le main roster parce que NXT sait très bien le faire, les matchs 5 étoiles. Ils nous ont pondu 3 matchs 5 étoiles rien qu'en une année, ce qui est assez quand même énorme. Mais peut-être pour le main roster, c'est trop demandé un match 5 étoiles, mais franchement, ces deux gars-là avaient largement la possibilité de le faire. Et bon, peut-être pas un match 5 étoiles, mais peut-être un 4,5 étoiles, je sais pas moi, un truc vraiment solide. Un truc solide, et là, au lieu d'avoir une villa, on a eu une maison en paille. Enfin, pas vraiment une maison en paille, une petite maison en briques, là. Franchement, je suis assez déçu. Deuxième point négatif, pardon. Randy Orton contre Rusev, contre Bobby Roode, contre Jinder Mahal, soit le Fatal 4-Way pour le titre des États-Unis. Assez décevant, surtout que c'est un match pour un titre, donc franchement, je suis assez déçu. Je m'attendais mieux, et puis même,
Je suis déçu pour Rousseff qui aurait dû gagner, et déçu pour Rousseff en plus qui se prend le pin. Rousseff qui se fait qui se fait pin tout simplement par Jinder Mahal. Bon, quand même assez déçu. Et puis troisième point négatif, Brock Lesnar contre Roman Reigns. Alors j'attendais pas énormément de choses de ce match-là, mais franchement assez déçu, surtout Reigns qui se relève de 5 F5. Bon, le gars c'est pas non plus c'est pas non plus Superman quoi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais au bout d'un moment faut peut-être redescendre sur terre et se dire que faut quand même un peu légitimer le F5. C'est pareil pour le Attitude Adjustment de John Cena. Au bout d'un moment, quand un adversaire arrive à se relever de 3-4 Attitude Adjustments, il faudra peut-être se dire que c'est pas finalement un finisher, parce que le but d'un finisher, c'est de terminer le match. Je me rappelle que dans les années, bon, j'étais pas né, hein, mais dans les années 90, un Stone Cold Stunner, et c'était terminé, c'était le finisher. Alors oui, aujourd'hui, on essaie de donner du suspense, etc., mais faut pas non plus forcer. Pour moi, la limite, ça aurait été Reigns se fait battre au bout de 4 F5. Et en plus, parmi les 6 F5 que Reigns s'est pris, il y en a un sur la table des commentateurs, donc il est censé être plus puissant. Je veux dire, quand Reigns se prend 3 F5 d'affilée en plus, et qui se relève, au bout d'un moment, faudrait peut-être... franchement, ça m'a vraiment énervé, et c'est, je dirais, ce qui a fait que j'ai mis ce match, la note de ce match à 4 sur 10. Donc, fini pour les points positifs, points négatifs. Donc voilà, tout cet ensemble de matchs, sans compter le pre-show, parce que sinon la vidéo aurait duré 1h30. Tout cet ensemble fait que toutes les notes additionnées puis divisées par le nombre de matchs, ça nous donne la moyenne de 6,85 sur 10, donc à peu près 7 sur 10, ce qui est moins bien que WrestleMania 33 qui avait reçu la note de 7,6 sur 10. Donc voilà, c'en est fini pour l'analyse de pay-per-view de WrestleMania 34 qui arrive un peu plus tard que prévu, j'en suis désolé. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo en audio parce que finalement il n'y a pas grand chose à regarder sur l'écran. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous êtes tout simplement, si vous avez aimé tout simplement la vidéo. N'hésitez pas à commenter votre avis sur le pay-per-view, surtout ça m'intéresse, même si vous commentez pas d'habitude, mettez surtout un commentaire où vous dites ce que vous avez pensé du pay-per-view. Dites bah moi j'ai plutôt bien aimé, j'ai plutôt pas aimé, les matchs que vous avez aimé, surtout commentez, je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Je répondrai à tous les commentaires de cette vidéo parce qu'on est là pour interagir et parler du show. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, cette analyse de pay-per-view. Donc voilà, je sais que les analyses de pay-per-view sont assez longues, donc merci à vous d'avoir, si vous avez tout suivi jusqu'à la fin, je vous en remercie grandement. Donc voilà, et sur ce, bah, moi je vous dis ciao ciao, à plus.